Alors on en vient à cette annonce qui pour les initiés n'est pas forcément une surprise, mais qui dans le moment qu'on vit retient évidemment l'attention. L'OTAN s'apprête à lancer une semaine d'exercice nucléaire sur le sol européen et tient à le faire savoir. Quelle manœuvre? Qui y participe? Dans quel but? Voyons d'abord ce qu'on sait sur ces exercices, sur ces manœuvres. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Quand vont se dérouler ces manœuvres? Elles vont se dérouler la semaine prochaine. Ça s'appellera l'opération Steadfast. Le lieu est tenu secret, en tout cas discret. Tout ce que l'on sait, c'est que ça se passera dans le sud de l'Europe. On pense notamment aux bases d'Aviano et de Gheditore en Italie. Et d'autres indiquent que ça serait plutôt sur la base de Volkel aux Pays-Bas. Qui va y participer? 14 pays membres de l'Alliance Atlantique, dont 2 des 3 pays détenteurs de l'arme nucléaire, les États-Unis et la Grande-Bretagne. La France n'y participera pas, ce n'est pas l'usage. La France a sa propre force de dissuasion et garde donc son autonomie en la matière. Que va-t-il se passer? Eh bien, ça sera principalement des exercices aériens avec des avions à capacité nucléaire. Je précise que ce que vous voyez, ce sont des images de précédents exercices. Les troupes vont s'entraîner, par exemple, à transférer des armes nucléaires depuis des galeries souterraines vers des bases militaires et à les fixer sur des avions de combat. Et l'une de nos sources nous précisait également que des avions de combat décolleraient avec des bombes. L'objectif est de s'assurer que le personnel et l'équipement de l'Alliance sont préparés au pire des cas et, je cite, de donner un sentiment de sécurité aux membres de l'Alliance. Voilà ce que déclarait le secrétaire général de l'OTAN. Ces exercices vont durer une semaine. Alors justement, donner un sentiment de sécurité, certains se demandent si le moment est bien choisi pour organiser ce genre d'exercice. Eh bien, la question a été posée à cet homme, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, et il a répondu 2 choses. D'abord, l'OTAN organise chaque année des exercices de ce genre, et la date était déjà fixée, mais il a ajouté ceci, écoutez-le. And I think it would send a very wrong signal if we suddenly now cancelled a routine, long-time planned exercise because of the war in Ukraine. That would be absolutely the wrong signal to send. Jens Stoltenberg s'est même montré plus disert. Il s'agit de faire bien comprendre à la Russie que si elle passe la ligne rouge, elle prendra un très gros risque. En clair, vous savez que tout est prêt pour que la réponse soit terrible. Écoutez-le. The fundamental purpose of NATO's nuclear deterrent has always been to preserve peace, prevent coercion, and deter aggression. President Putin's veiled nuclear threats are dangerous and irresponsible. Russia knows that the nuclear war cannot be won and must never be fought. Une guerre nucléaire ne peut jamais être gagnée et ne doit jamais être menée. Justine, est-ce que de vraies armes nucléaires seront utilisées dans cet exercice? C'est un point important et l'OTAN prend la peine de l'annoncer. Non, il y aura bien des missiles à capacité nucléaire, il y aura bien des avions à capacité nucléaire, mais aucune bombe réelle ne sera utilisée. C'est toujours le cas dans ce genre d'exercice et ça le sera cette fois encore. Vous restez avec nous parce qu'on va voir dans un instant si côté russe, on a réagi à cette annonce. D'abord, votre sentiment aux uns et aux autres est tout simplement la même question. Est-ce qu'il fallait maintenir ces exercices dans le contexte qu'on connaît? Je trouve qu'on donne des ingrédients à Vladimir Poutine en disant, vous voyez, l'OTAN se prépare. Donc ça renforce son propre dialogue vis-à-vis de son propre pays en réalité. Puisqu'effectivement, il va y avoir des manœuvres, des mouvements de troupes. Et tout le monde sait bien que l'OTAN est prêt en réalité. Même, Joe Biden l'a annoncé, l'a dit à plusieurs reprises. Il a même annoncé les cibles qu'il viserait en cas d'utilisation de l'arme nucléaire tactique par les Russes, en particulier la flotte de la mer Noire qui serait détruite et un certain nombre d'autres objectifs. Donc je pense qu'effectivement, c'est une espèce de montée-escalade verbale, mais qui, effectivement, ça reste de l'escalade. Donc ça n'était pas très heureux, Je pense que ça n'est pas très heureux, de mon point de vue. C'est un point de vue tout à fait personnel, évidemment. Et vous, Jean-Dominique? Moi, je pense que ça fait partie de la dissuasion. C'est un message qui est envoyé en disant vous êtes ambigu sur un certain nombre de choses, eh bien nous, on peut l'être aussi. Donc je pense que c'est une décision sage de ne pas stopper
ces manœuvres. Il faut bien comprendre quand même de quoi on parle. Ce sont effectivement des exercices qui sont planifiés très longtemps à l'avance. Et c'est vrai qu'il faut prévenir qu'ils ont lieu parce que les Russes ont aussi des satellites et ils regardent aussi ce qu'il se passe sur les bases de l'OTAN, les bases aériennes de l'OTAN, où sont stockées des armes nucléaires américaines, qui s'appellent des B-61, et ces armes, ces bombes, seraient, en cas de guerre nucléaire, enfin en cas de guerre, seraient transportées et larguées par des avions allemands, italiens, belges ou hollandais. Donc il faut regarder, donc ce qui va se passer, c'est un exercice. Nous, en France, on fait très souvent ça. Ça s'appelle en France, ça s'appelle les manœuvres de l'OTAN s'appellent Steadfast Noon, je crois. En France, ça s'appelle poker. Tous les 3 ou 6 mois, l'armée de l'air fait un exercice comme ça. C'est assez amusant à observer. Il y a des avions qui volent toute la nuit dans le ciel de la Amusant à France. observer. Oui, moi, bien sûr. Si. Absolument. Chacun ses goûts. Je parle sous. Ce sont des exercices. Évidemment, à aucun moment, des armes nucléaires ne sont montées. C'est jamais le cas. Non, jamais. Jamais. Parce qu'il pourrait y avoir un accident, et ce serait quand même assez ballot de perdre une arme nucléaire au milieu du Massif central. Donc, donc on a des choses comme ça. Pardon, Ça se fait en Jean-Dominique, France. d'un mot. La France ne participe Non, jamais à des parce manœuvres que- nucléaires avec l'OTAN. Non, parce que la France ne fait pas partie. La France a réintégré l'OTAN, l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, sauf un élément qui s'appelle le comité des plans nucléaires, et c'est ça qui est justement un exercice. Alors, il y a un exercice qui consiste à sortir les bombes des abris, puis à accrocher la bombe sous l'avion, parce que ça demande des procédures, notamment des procédures de contrôle. C'est pas qu'un problème technique, il faut les autorisations, parce que en France, il faut une autorisation expresse du président de la République pour sortir une bombe du bâtiment dans lequel elle est stockée et l'accrocher sous l'avion. Ensuite, la bombe est à nouveau décrochée, elle est démontée, elle est remise dans son casier, et puis on accroche une fausse bombe, ou un faux missile, et puis on fait décoller les avions. Donc ça se passe comme ça, c'est exactement ce qui va se passer. Donc on n'est pas dans un exercice nucléaire au sens où on mettrait des armes nucléaires Oui, et encore des armes de moins, capacité nucléaire. encore moins des essais nucléaires, mais on teste les procédures qui seraient mises en œuvre au cas où il faudrait utiliser. Donc c'est ça. Et franchement, en termes politiques, aujourd'hui, envoyer le message en disant on annule cet exercice, ça voulait dire aux Russes, finalement, on a peur de vous. On accepte votre chantage, on rentre dans votre chantage nucléaire, donc je pense qu'il est raisonnable de le maintenir, mais en expliquant bien ce dont il s'agit. Christine, le général Gomard dit, du point de vue russe, ça pourrait être interprété comme une surenchère, une provocation. Oui, mais pardonnez-moi, ça n'a aucune importance. Parce que le pouvoir russe ne fait pas de l'information auprès de sa population. On voit à quoi ressemblent les émissions de télé russes. Enfin, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, Madame Simonian, qui est à peu près la plus jadasse, avec moins de talent, russe, qui nous promettait l'apocalypse nucléaire déjà il y a 4 ou 5 mois. Oui, c'est pas tout à fait le même style. Qu'est-ce que Non, vous voulez dire mais plus sérieusement, c'est le principe même de la dissuasion. De s'en tenir à des exercices, comme le dit Jean-Dominique, qui sont planifiés depuis des mois et qui font partie de la routine de l'Alliance Atlantique. Et c'est extrêmement important de rassurer ces pays-là qui sont les voisins de la Russie, depuis les Baltes jusqu'à la Moldavie, qui ne fait pas partie de l'OTAN. Mais enfin, on a bien vu que hier encore ou avant-hier, l'espace aérien moldave a été évidemment violé, c'est tout petit en plus. Mais la dissuasion fonctionne. Et c'est d'ailleurs fort intéressant de voir que c'est ce principe-là qui, quelle que soit l'escalade dans la guerre conventionnelle, comme les bombardements auxquels on assiste depuis samedi, c'est quand même la dissuasion qui empêche
de passer à l'arme absolue Et et, il à faut l'afficher. l'impossibilité de cette guerre. Il faut l'afficher ou en tout cas ne pas la cacher. J'ai une question Thomas. pour nos spécialistes. On comprend bien ce que vous nous avez dit sur les autorisations du président de la République dans le cadre d'une opération ou de manœuvre en France, mais dans l'OTAN. Alors, qui donne cette autorisation? Est-ce que tous les membres du pays, tous les présidents, les chefs de gouvernement doivent à leur tour signer le bon pour accrocher la bombe ou pour... C'est le système de la double clé. C'est-à-dire que la bombe est sous surveillance, la bombe est américaine, elle est sous surveillance des Américains, mais elle ne peut, comme elle est installée sur un avion qui n'est pas un avion américain, évidemment, le gouvernement allemand... C'est beaucoup le plus lourd gouvernement alors belge, comme procédure. Non, parce que au fond, Il y a un commandement intégré. quand même, tout ça se passe sous le commandement américain Oui. du général qui commande l'OTAN en Europe, et ce sont des procédures extrêmement Mais si un réglées, des validées. chefs de gouvernement ou un des chefs d'État d'un des pays de l'OTAN disait non, est-ce que ça bloquerait? Eh bien, la vérité, c'est qu'on n'en sait rien, parce que Ça s'est jamais produit. personne n'a jamais testé. Heureusement d'ailleurs. Personne ne peut pas le n'a jamais savoir. testé cette hypothèse, mais c'est une alliance. Donc, les gens signent des documents au sein du comité des plans nucléaires et en disant voilà la délégation, procédure. ça. Mais ça, franchement, pour moi, enfin, je parle sous le contrôle de Christophe, mais pour moi, ça relève totalement du secret défense de l'OTAN. Oui, oui. Moi, je pense que on ne le sait pas. On ne connaît pas les procédures Et quel exactes. est le rôle des Britanniques? Mais ils ont leur propre Ils bombe. ont leur propre dissuasion. Oui, mais là, ils font partie Comme nous. de l'OTAN. Oui. Ah, ils font Oui, pas Mais, partie. alors, Ils je ne sais font pas, partie je des sais pas manœuvres. s'ils Si, participent à la manœuvre. Si, J'en sais rien. Ils participent à la manœuvre visiblement. Oui. Deux pays nucléaires. Oui, oui, Mais- Justine nous le Oui, confirme. Ils n'ont pas, les Britanniques n'ont pas d'armes nucléaires aéroportées, c'est-à-dire que les seules armes nucléaires que les Britanniques ont, ce sont des armes dans les sous-marins. Et donc là, c'est un exercice essentiellement aérien. Donc il est possible qu'ils fournissent des chasseurs ou des ravitailleurs en vol ou des avions de contrôle aérien. Mais en tout cas, C'est il n'y exactement a ça. pas d'avion britannique. Ce que me dit Justine, c'est que Pardon, on lui ce vole. qu'elle me fait savoir, c'est que les Britanniques participent effectivement à ces manœuvres, mais il n'y a pas d'armes nucléaires britanniques. Non, Enfin, parce qu'il ou n'y a pas de... Non, l'arme nucléaire, elle est américaine. Pastiche d'une arme Ça. nucléaire britannique qui est utilisée, ce ne sont Mais que des armes là, américaines. là- Général Gomard, je voulais simplement votre réaction, parce que quand on écoute Jean-Dominique, quand on écoute Christine, il faut maintenir ces manœuvres. Oui, j'entends. Provocation, pas provocation, peu importe, c'est l'affichage de la Pour dissuasion. rassurer les Occidentaux, déjà, les populations. Bien sûr, Pour assurer surtout, j'allais dire, les pays de l'Est. bien sûr. Plus que. Oui, enfin, on est content de savoir que ça marche et qu'ils s'entraînent. Ouais. Enfin, Oui, mais je pense que, il y a des exercices effectivement réguliers, comme le soulignait Jean-Dominique, en tous les cas pour les Français. non, mais c'est si on nous certain. dit ils les annulent, ça pourrait inquiéter nos Est-ce opinions publiques. qu'on le savait? Est-ce que vous le saviez? Je pense Non, mais pas. on pourrait savoir qu'ils les annulent. Puisque... Oui, on pourrait le savoir, en effet. Maintenant, c'est vrai que la dissuasion, c'est ça, c'est une espèce de je vais le faire, je suis en mesure de le faire, je suis capable de le faire, et l'autre croit ou croit pas. C'est tout le problème de la dissuasion. C'est pour ça que c'est le secret le mieux gardé de la République. Aujourd'hui, c'est l'arme nucléaire. Bon, Justine, Oui. est-ce que la Russie a réagi à cette annonce? Oui, de toute évidence, c'était une réaction par anticipation parce qu'aujourd'hui, quelques heures avant la prise de parole du secrétaire général de l'OTAN, Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a tenté de faire redescendre la pression. Écoutez-le. Президент неоднократно высказывался, что мы предусматриваем в нашей ядерной доктрине исключительно ответные меры, которые призваны не допустить уничтожения Российской Федерации. И я надеюсь, что те, кто постоянно спекулирует на теме ядерной войны, на теме, дескать, организации Российской Федерации провокаций с использованием оружия массового уничтожения, надеюсь, они осознают свою ответственность. Merci Justine. C'est toujours compliqué parce que la Russie a toujours l'air de renvoyer aux autres la responsabilité de cette spéculation, entre guillemets, alors que c'est bien Vladimir Poutine lui-même, dès avant, plusieurs jours avant l'invasion de l'Ukraine, qui commençait déjà à parler de ses armes nucléaires. Donc, bon, c'est toujours une façon d'inverser la responsabilité, d'inverser l'agression. Enfin, cela dit, bon, cette réaction est plutôt apaisée. Alors là, Oui, Jean-Dominique. oui, la phrase qu'on voit à l'écran, une guerre nucléaire ne peut être gagnée
l'OTAN l'a rappelé, mais cette phrase, elle est extraite d'une déclaration commune de toutes les puissances nucléaires, il y a 2 ans, je crois, signée à Paris. Avec la Russie ? Avec la Russie et avec la Chine, ce qu'on appelle le P5, c'est-à-dire les 5 puissances nucléaires. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Chine et Russie. Et cette phrase est extraite de ce document. Donc c'est quelque chose sur lequel... Alors évidemment, quand on voit tout ça aujourd'hui, on se dit, bon, est-ce qu'on en est ? Mais quand même, on n'est pas à la veille d'une guerre nucléaire quand même. Rassurons les gens. C'est la tonalité dominante. Il y a des risques, plateau. des menaces, il y a une crise. Mais voilà, toutes les puissances nucléaires, il y a 2 ans, se sont accordées sur une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Qu'avez-vous dit, Thomas ? On peut donc réserver pour Noël ou la Toussaint les prochaines vacances. Non, mais la question, elle nous est tout le temps posée. bien sûr, Il faut bien mais vous en rendre compte. légitimement, La tonalité non. générale sur ce plateau et depuis le début de cette guerre, c'est celle-là. C'est la gesticulation, c'est fait pour impressionner les opinions publiques occidentales. Le risque est très, très, très minime. Mais je voudrais vous faire écouter une déclaration. Cette déclaration, c'est celle de Pavel Goubarev. Donc, ce n'est pas un dirigeant du Kremlin, ce n'est pas lui qui est susceptible d'influencer Vladimir Poutine. Mais il reflète un état d'esprit, et on peut se demander si cet état d'esprit n'est pas partagé. Il ne parle pas explicitement du nucléaire, vous allez l'entendre, mais il parle de tuer 1 million ou 5 millions de personnes, 1 million ou 5 millions d'Ukrainiens. Cet homme est gouverneur de la République autoproclamée de Donetsk, qui a donc été annexée désormais... Un grand démocrate. À la Russie, un grand démocrate scandinave, comme vous dites, Christine. Et voilà ce qu'il dit à propos des Ukrainiens, et voilà comment il termine son propos. Écoutez l'exaltation surtout qui ressort de cette déclaration. И нам очень важно создать образ врага, который будет отвечать как бы истинному месту. То есть это русские люди, в которых вселился бес. Вот. И мы идем их не убивать, мы хотим, чтобы их переубедить. Но если вы не хотите, чтобы мы вас переубеждали, мы вас убьем. Убьем сколько нужно, убьем 1 миллион, 5 миллионов, хоть всех истребим. Пока вы не поймете, что вы бесноваты и вам надо лечиться. Vous êtes possédé, vous devez être guéri. Donc il dit des gens russes au départ, parce qu'on est toujours dans la fiction que Russes et Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple. Il s'adresse bien aux Ukrainiens qui le combattent aujourd'hui. Et vous voyez, d'une certaine manière, mais je voudrais écouter aussi qu'on écoute dans la foulée ce que disait Jean-François Colosimo, qui est un grand spécialiste de la religion orthodoxe en particulier, et qui disait c'est difficile en même temps d'être certain que jamais personne n'appuiera sur le bouton, parce qu'il y a une forme de discours où se mélange le politique et le religieux, et il y a une sorte de mystique désormais dont on ne sait pas jusqu'où elle pourrait aller. Écoutez-le, c'était avant-hier sur notre antenne avec Amélie Carrouer. On est dans une construction politico-religieuse, c'est là où le danger de l'apocalypse devient sérieux. Absolument. On est dans une construction théologico-politico-religieuse délirante et nihiliste. Et c'est un peu ça qu'on entend dans la bouche de ce dirigeant. Alors est-ce que ça c'est marginal, ça ne pèse pas au final sur le sommet de l'État russe, ou est-ce que c'est à considérer ? Je pense que c'est à considérer en effet, mais c'est le même discours un peu viriliste d'un Prigogine qu'on a vu tout à l'heure, d'un Kadyrov qui envoie ses enfants au combat. C'est plus que viriliste, là. C'est viriliste mystique. On espère que les gens comme ça ne sont pas trop près du bouton, quoi. Oui, et j'espère qu'ils ne sont pas trop près du pouvoir non plus. Mais c'est un président de région, quand même. Enfin, un gouverneur de région, certes, annexé. Oui, c'est un gouverneur de région. Et les gens que vous citez, Kadyrov, Prigogine, ce sont des gens qui, malgré tout, sont propulsés d'une certaine manière par cette guerre un peu aux avant-postes. Donc, si je vous entends bien, Christophe, pour vous, c'est pas à négliger. Ah non, c'est pas à négliger, mais effectivement, le problème d'une guerre, c'est que tous les discours, et ça c'est un discours assez fou, il faut reconnaître, mais on s'envoie des discours on s'accuse les uns les autres des pires vilainies. La vérité est toujours mise à mal, évidemment, mais quand on entend ça, effectivement, ce qui est dangereux, c'est qu'effectivement, de penser qu'ils vont pouvoir guérir les gens en les tuant. C'est ce qu'il dit. Les tuer à défaut de les guérir. Oui. Ce garçon est un fou furieux.
Et quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre un combattant de Daesh. Oui, C'est ça, exactement la même chose. C'est le même discours. Ce type est un fou furieux. Ouais. Point. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il est gouverneur d'une région russe. Mais enfin, je ne sais pas quoi dire de plus, quoi. Enfin, c'est... Mais depuis que le patriarche de Moscou, le brave Kirill, a déclaré, pour fêter l'anniversaire de Vladimir Poutine, que Dieu avait choisi Poutine pour le mettre à la tête de la Russie, on sait bien que l'utilisation, sinon l'exploitation de la religion par le pouvoir de Poutine, pratiquement depuis son arrivée, donc il y a 20 ans tout juste, c'est un grand classique. Il y a même la rhétorique du martyr, un peu comme pour les djihadistes. Le même patriarche a dit que vous irez au paradis si vous... Et les hommes de Kadyrov sont des djihadistes. Oui. Ce sont des islamistes forcenés, ceux qui en particulier violent les femmes en Ukraine quand ils en ont l'occasion. Non, mais c'est un peu ça qu'on entend, c'est la rhétorique du martyr. Et du coup, évidemment, on s'interroge pour savoir dans quelle mesure Poutine, qu'on a connu rationnel, en tout cas dans ses 10-15 premières années au pouvoir... On après, a voulu le voir ainsi, on a mais voulu le voir. il a utilisé la réhabilitation de l'orthodoxie de la famille Romanov, souvenez-vous, l'orchestration est-ce du qu'il retour l'utilise des ou est-ce cendres, qu'il se l'approprie pour c'est ça, exalter le patriotisme russe. Oui, mais- C'est l'un des ressorts. Christine, il était quand même plus rationnel Certes. avant le Covid et avant cette période. Ouais, d'isolement. On a l'impression qu'il a, comme on dit, il est passé de l'autre côté du miroir, comme dans. Là, c'est net. Voilà, il y a quand même Non, mais quelque chose une partie d'assez des responsables qui sont incompréhensible passés pour de nous. l'autre Il y a côté. quand On même- s'imagine toujours qu'elle a la rationalité, c'est normal, mais l'invasion de l'Ukraine, déjà, était une décision qui semble tellement irrationnelle, vu tout ce que Poutine est en train de perdre, son crédit auprès de ses alliés chinois, l'économie russe, son crédit personnel peut-être face à la population russe, qu'évidemment on se pose la question, même si personne n'imagine demain qu'il puisse appuyer sur À le un bouton. moment, on se met à croire à sa propre propagande. Et je crois qu'il s'est mis à croire à sa propre propagande. Et ça, c'est irrattrapable. Voilà, c'est irrattrapable. Tant que c'est de la démagogie, on essaie de pour justifier son manipulation, pouvoir, de la l'utilisation. manipulation. Bon, bah, on arrive toujours à trouver un compromis. Au fond, il vaut mieux faire avoir un voyou qu'un fanatique. Avec un voyou, on arrive toujours à passer un compromis, quoi. Avec un fanatique, il y a un moment, on n'arrive plus. Et le problème, c'est que là, on ne sait plus exactement. Et c'est vrai, quand on entend son gouverneur, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut lire le mage du Kremlin de Julian Dampoli, qui explique bien ces dernières années cette transformation métaphysique presque d'une partie des Et un peu dirigeants personnel. russes. Oui, bien de sûr. Poutine aussi. Oui, et même personnel de c'est ce qu'il Poutine et explique. de son entourage, et de l'emprise de certains extrémistes où la religion se mélange avec une mystique russe. Bon, remettons, comme on l'est toujours ici, un peu d'optimisme avec cette autre déclaration que Stoltenberg, qu'on n'a pas vue tout à l'heure, mais voilà ce qu'il dit aussi, parce que c'était une conférence de presse, c'est le patron de l'OTAN, il a répondu à tous les journalistes, et ce qu'il dit, c'est que tout cela est sous surveillance étroite. Voilà sa déclaration. Nous surveillons de près les forces nucléaires russes. Ah ben on a le son, alors on va l'écouter. We are closely monitoring Russia's nuclear forces. We have not seen any changes in Russia's posture, but we remain vigilant. Ça, ce sont des faits. C'est-à-dire que les Américains, sans doute les Français, je parle sous votre contrôle, ont les moyens de détecter la mise en alerte des armements nucléaires russes. Il y a une échelle de mise en alerte de 2 à 4. Actuellement, on est sur 2 en Russie, 2 sur 4. Ça a été poussé de 1 à 2 au début du conflit, mais ça n'a pas bougé. Et qu'on serait informé s'il y avait malgré tout une mise en alerte supérieure de ces forces. Je parle Oui, sous votre c'est contrôle. c'est évident. C'est-à-dire que les services de renseignement, grâce à l'imagerie satellitaire, grâce aux interceptions, suivent de très près les sites nucléaires russes, ou en tous les cas l'endroit où il y a des avions à capacité nucléaire, là où il y a des missiles à capacité nucléaire. On les connaît tous ou il y a les sous-marins Il y a les sous-marins qui sont loin. Mais effectivement, un des rôles du sous-marin nucléaire d'attaque, c'est de tenter de pister ces sous-marins nucléaires russes. Et Généralement, on sait ou pas?
On ne sait pas toujours, mais on le sait de temps en temps. De temps en temps. Plus souvent. Non, mais en fait, on suit des sous-marins. Vous n'avez pas C'est comme rassuré les Thomas, nôtres. là. Mais c'est comme les nôtres. Ben oui. Non, mais d'accord. Non, mais c'est exactement. J'ai pas tellement peur des nôtres. Mais... Non, mais les nôtres sont tentés d'être suivis par les Russes ou par les Chinois. Finalement, il ne va pas partir en vacances. Si nous suivent, au moins on sait où ils sont. Si les Russes nous suivent. Non, ils suivent. Ce sont leurs sous-marins nucléaires d'attaque. C'est le rôle. Et c'est pour ça qu'on a des chasseurs des chasseurs de sous-marins. Enfin, on a de la lutte anti-sous-marine. Ce que je veux dire, est-ce que si les Russes vraiment se préparaient sérieusement, on pourrait le prévoir avec une avance assez importante pour pouvoir agir Oui, préventivement? bien sûr. D'abord, au départ, il dit qu'il utilisera plus de l'armement nucléaire tactique. Donc ça, c'est à partir du sol. Ce sont des lance-missiles que l'on verrait bouger. Et c'est suivi de très très près, comme l'huile sur le feu, j'allais dire. Bon, bien. Je voulais, en quelques minutes, revenir sur le pont de Crimée et sur cette explosion du pont de Crimée et vous demander à tous si cette histoire de l'implication russe qui est montée ces dernières heures